Bienvenue dans notre série YouTube où des personnes de tous horizons se confient et partagent leurs histoires uniques d'amour, de relations et de mariage. Dans cette compilation, vous découvrirez une riche diversité d'expériences qui non seulement divertit, mais aussi sert de source de réflexion, d'inspiration et de connexion. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, plongeons dans la première histoire. 7 ans n'avaient pas suffi pour que je me remette complètement des dommages qu'elle avait infligés à ma vie. J'avais tout perdu et dû tout recommencer à zéro après qu'elle eût retourné tout le monde contre moi. J'avais même déménagé dans un autre état pour tenter de lui échapper. Mais là, elle était, assise dans ma nouvelle entreprise où j'occupais un poste de cadre supérieur. Mon histoire avec Charlène était longue et laide, et j'aurais été parfaitement content de ne jamais recroiser sa route après notre divorce. J'ai rencontré Charlène quand j'étais jeune et que j'avais une entreprise prospère. Nous nous sommes mariés 1 an seulement après avoir commencé à sortir ensemble car, elle était tombée enceinte de mon enfant. Notre relation a commencé à se détériorer après la naissance de notre fille. Malgré le jeune âge de notre bébé, Charlène passait la plupart de son temps chez ses parents. J'ai exprimé des inquiétudes à propos de laisser le bébé avec une nounou, mais mes plaintes sont tombées dans l'oreille d'un sourd. J'ai même informé ses parents, mais ils ont pris parti pour elle, affirmant que je la mettais sous pression alors qu'elle était en proie à la dépression. Avec le temps, notre communication s'est détériorée et nous ne discutions que des questions liées à notre enfant. Quand notre fille avait quelques mois, j'ai découvert qu'elle n'était pas biologiquement la mienne et que Charlène avait eu une liaison avec un collègue. Cette nuit-là même, je l'ai mise à la porte et quelques jours plus tard, j'ai entamé une procédure de divorce. Pendant cette période, j'étais le seul pourvoyeur car elle ne voulait pas retourner travailler après la naissance. Malgré les circonstances, je n'ai pas cessé de lui verser une pension alimentaire car je comprenais que ce n'était pas la faute de l'enfant. Légalement, je n'aurais pas dû lui donner quoi que ce soit dans le divorce. J'avais des preuves de sa tromperie sur plusieurs années, mais elle a riposté avec de fausses accusations de violence émotionnelle et de contrôle. Ses parents ont même témoigné avec de fausses allégations selon lesquelles elle se présentait chez eux avec des ecchymoses. Au final, en raison de ces preuves fabriquées et du parti pris qui favorise souvent les femmes dans de tels cas, j'ai dû céder la moitié de mon entreprise et la maison familiale. C'est un rappel frappant des défis auxquels les hommes peuvent être confrontés dans de telles situations. Mon entreprise prospère a subi un coup majeur en raison des fausses accusations portées contre moi. Toute ma famille s'est rangée de son côté car elle a toujours été une actrice convaincante, me laissant sans soutien familial, une entreprise en difficulté et un paiement de règlement important. La ville est devenue un endroit où personne ne voulait faire affaire avec moi ou m'offrir un emploi, alors j'ai dû déménager, avec une dette substantielle pour tenter de sauver mon entreprise. Elle, en revanche, a profité de la belle vie, dépensant mon argent et gardant ma maison. Pendant environ 1 an, j'ai trouvé du travail dans une entreprise bien rémunérée, mais la plupart de mes gains ont servi à rembourser la dette. J'ai arrêté d'essayer de m'immiscer dans sa vie et me suis concentré sur la reconstruction de la mienne. Après 7 ans de divorce, j'avais atteint une position importante en tant que l'un des principaux dirigeants d'une entreprise très rentable. Mon entreprise venait d'acquérir une autre entreprise et ma responsabilité était de superviser le PDG de cette entreprise, en aidant à la fusion et à l'intégration de la société dans notre marque. Lors de mon premier jour là-bas, je suis tombé inopinément sur elle. Elle semblait plus âgée mais son essence était inchangée. La vue d'elle a suscité une immense colère et j'ai même envisagé de demander à mon entreprise de la démettre de ses fonctions. J'avais été éloigné de la plupart de ma famille pendant des années car ils croyaient à tort que j'étais un homme offensant. Ils ont commodément ignoré le fait que je ne lui ai jamais levé la main et qu'elle m'a manipulé pour me marier. Après notre première rencontre, elle est venue me rendre visite à mon bureau, affichant une façade agréable et offrant de me faire visiter, comme si nous étions de vieux amis. J'ai senti qu'elle savait qu'elle était dans une position difficile, espérant m'amadouer. J'ai rapidement décliné son offre mais elle est restée dans mes pensées tout au long de la journée. Je voulais désespérément mettre fin à son emploi mais je ne pouvais pas le faire légalement sans motif. À partir de ce moment-là,
Mon objectif principal au bureau était de lui rendre la vie misérable. En me basant sur son dossier d'employé, j'ai constaté qu'elle travaillait là depuis 2 ans et qu'elle avait des performances adéquates. J'ai supposé que ses fonds mal acquis avaient finalement été épuisés, alors j'ai tout fait pour la tourmenter. Pour commencer, je lui ai remis une note manuscrite, indiquant que même si son patron avait suggéré un avertissement verbal pour son retard, mon avis avait beaucoup plus de poids, donc je lui ai donné un avertissement formel. Elle a invoqué la maladie de sa fille comme excuse, mais cela m'importait peu. Plus tard dans la journée, elle a fait une petite erreur dans un rapport que je lui avais demandé. Je lui ai fait refaire entièrement le rapport et l'imprimer, sachant parfaitement que l'imprimante était en panne. Je savais que cela lui prendrait du temps et qu'elle serait coincée dans une pièce étouffante remplie de poussière, sans climatisation. En fin de journée, je l'ai obligée à rester dans notre bureau de secours pour faire quelque chose d'absolument inutile, juste pour lui faire perdre du temps. Quelques jours plus tard, notre assistante de l'autre entreprise nous a rejoints, mais il y avait une pénurie de bureaux. J'ai veillé à ce qu'elle abandonne son bureau et déménage dans une petite pièce étouffante sans ventilation, en plein été lorsque la chaleur était insupportable. Quand elle a dû faire ses bagages, elle était tellement furieuse que j'ai cru qu'elle allait exploser. Je l'ai entendue se plaindre à des collègues à mon sujet, ce qui m'a motivé à lui confier encore plus de travail qu'elle ne pouvait gérer. Elle travaillait constamment pendant les pauses déjeuner, et je ne cessais d'ajouter des exigences. Elle était également en lice pour une promotion que tout le monde au bureau convoitait. Malgré ses performances exceptionnelles ces derniers mois et les éloges de son chef, j'ai suggéré que la promotion revienne à quelqu'un qui était dans l'entreprise depuis plus longtemps. Je savais que cela l'infurierait. Après l'annonce du bénéficiaire de la promotion, elle a fait irruption dans mon bureau, jurant de me faire payer pour ce que j'avais fait. Quelques jours plus tard, mon passé avec mon ex-femme est devenu le sujet de conversation au bureau grâce à un email anonyme envoyé à tout le monde. Mes supérieurs étaient déjà au courant de mon divorce, et je n'avais aucun casier judiciaire, donc ils m'ont simplement demandé de rester chez moi pendant quelques jours. J'ai chargé l'un des techniciens de retracer l'email, et il est remonté directement à elle. J'ai porté plainte contre elle pour diffamation, ce qui lui a causé de sérieux ennuis au sein de l'entreprise. Notre entreprise avait des règles strictes contre la diffamation et les commérages sur la vie privée des employés. Si j'avais été au comité, j'aurais plaidé en faveur de son licenciement, mais j'ai dû me récuser en raison de mon implication étroite dans l'affaire. Elle a dû rester chez elle pendant plusieurs jours à cause de l'email qu'elle avait envoyé. J'ai failli perdre ma position dans l'entreprise à cause de l'incident, mais heureusement, ce n'est pas arrivé. Je l'ai laissée tranquille pendant un moment, réfléchissant à la façon de la faire partir de l'entreprise et de rester en dehors de ma vie. La voir chaque matin était douloureuse pour moi. Étonnamment, elle a fini par se saboter elle-même, ce qui a conduit à son départ de l'entreprise, et je n'ai pas eu à me salir les mains. Voici ce qui s'est passé. À la fin de l'année, l'entreprise a organisé une collecte de fonds quelques semaines avant la fermeture pour l'année. Je n'étais pas directement impliqué dans la planification. Mon rôle était de superviser le déroulement des choses. C'était aussi le jour où l'entreprise annonçait son changement de nom. Nous avions une politique stricte contre l'alcool ou les drogues, surtout en présence de clients. Mais au début de l'événement, je me suis retrouvé à gérer une série de problèmes, la plupart provenant du département chargé de la présentation. Pendant la réunion, certains des stagiaires ont commencé à agir étrangement, comme s'il était sous l'influence de l'alcool ou de la drogue. Un stagiaire s'est même assis à une table réservée à un investisseur de l'entreprise et s'est endormi. Il était clair que quelque chose n'allait pas, alors j'ai demandé à mon assistant de l'éloigner discrètement de la vue des participants à l'événement. Je pouvais sentir l'alcool sur certains des stagiaires, et le PDG semblait lui aussi sentir que quelque chose n'allait pas, à en juger par la panique dans son expression. Je ne voulais pas impliquer Charlène, mais j'avais besoin de son aide pour des tâches que les stagiaires étaient censés gérer. Lorsque je lui ai demandé de l'aide, elle a refusé, prétendant qu'elle n'était pas un simple stagiaire comme je le percevais. La frustration a monté, et je lui ai suggéré de venir dans mon bureau avec moi pour éviter de causer un scandale.
Sa colère a monté, et elle a insisté sur le fait que je n'étais pas son patron. Ses paroles étaient confuses, et ses yeux semblaient vitreux, ce qui était très inhabituel pour elle. Dans la précipitation, j'ai informé le PDG de la situation et je l'ai laissé gérer l'événement et distraire les invités pendant que j'essayais de comprendre le chaos. Nous avons fait passer des tests d'alcoolémie aux stagiaires qui avaient nié avoir consommé de l'alcool au départ. Prévisiblement, ils ont tous échoué. Je leur ai demandé de révéler la source de l'alcool pour éviter d'autres ennuis, mais ils ont refusé de coopérer. J'ai clairement indiqué que nous mettrions probablement fin à leur contrat s'ils continuaient à refuser de donner des informations. Enfin, l'un d'eux a avoué qu'ils avaient volé du vin dans mon bureau. J'étais furieux et prêt à les licencier, mais alors ils ont révélé un secret. Ils ont avoué que mon ex-femme les avait envoyés chercher du vin à partager avant l'événement. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle aurait pris un tel risque, sachant bien la politique stricte de l'entreprise sur la consommation d'alcool par le personnel. Même moi, je n'avais pas le droit de boire au travail, par précaution pour ceux qui devaient conduire vers et depuis les événements professionnels, risquant potentiellement des ennuis judiciaires s'il était pris à boire. Je l'ai convoqué dans mon bureau et je l'ai pressé de confesser ses actes puisqu'il y avait déjà des témoins. Elle a admis avoir tout gâché, prétendant qu'elle avait besoin de boire car elle venait de découvrir que son petit ami la trompait. Mais je n'allais pas tomber dans ses excuses. Je ne pouvais pas lui faire confiance. Il me semblait assez clair qu'elle voulait que les stagiaires sabotent l'événement en les saoulant. Et devinez qui serait mis en cause si l'événement tournait mal? Moi, bien sûr. Je n'ai pas mâché mes mots quand je l'ai confrontée à ce sujet. Je lui ai clairement fait comprendre qu'elle était sur la corde raide et que son travail était en danger. Avec 2 avertissements antérieurs à son dossier, une 3e faute signifierait la perte de son emploi. Je n'ai pas retenu les détails de l'humiliation qu'elle subirait une fois que tout le monde aurait découvert sa tentative de sabotage de l'événement sur lequel elle avait tant travaillé. C'était plutôt satisfaisant de la voir se tortiller et chercher des excuses. Je lui ai dit de rentrer chez elle pour le reste de la journée et que nous aborderions la question plus en détail le lendemain. Dans mon bureau, elle s'est mise à pleurer, plaidant qu'elle avait besoin de ce travail et qu'elle n'avait pas l'intention que les stagiaires volent le vin du client. Elle prétendait ne pas savoir qu'il boirait autant et promettait de tout rembourser si je la laissais s'en sortir. Je lui ai fait les comptes et elle a été visiblement choquée par le montant. Elle a commencé à me supplier d'abandonner l'affaire, mentionnant qu'elle voulait arranger les choses entre nous compte tenu de notre histoire compliquée. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui rappeler comment ses actions passées m'avaient laissé avec une réputation ruinée, sans domicile et sans garde partagée de notre fille. Elle avait déménagé dans une autre ville et m'avait tout pris. Il fut un temps où j'aurais pu m'inquiéter ou avoir de la compassion pour elle compte tenu de sa vie compliquée, mais ces jours étaient révolus. Elle est rentrée chez elle et je suis retourné à la gestion de notre collecte de fonds. À la fin de la journée, j'avais informé ses supérieurs de ses actions et ils étaient furieux, désireux de la licencier immédiatement. Cependant, j'avais un plan différent en tête. Je savourais le pouvoir de décider de son sort au sein de l'entreprise, tout comme elle avait autrefois contrôlé mon destin. Le lendemain matin, elle a envoyé un email de démission espérant un départ immédiat, mais j'avais d'autres intentions. À ce stade, tout le monde au bureau savait ce qu'elle avait fait et elle devait assumer les conséquences. J'ai insisté pour qu'elle respecte un préavis de 2 semaines avant son départ. La société lui a également envoyé une facture pour l'alcool volé et j'ai menacé de porter plainte pour vol si elle ne remboursait pas sa dette. Elle a terminé ces 2 semaines mais je me suis assuré qu'elle ne soit rien d'autre que désagréable pour elle. Je lui ai rendu service en lui donnant énormément de travail, m'assurant qu'elle n'aurait pas à affronter ses collègues qui n'étaient pas ravis d'elle. Ils avaient mis beaucoup d'efforts pour organiser l'événement après tout. Pendant ces 2 dernières semaines au bureau, elle était clairement malheureuse. Le dernier jour, alors qu'elle emballait ses affaires, elle m'a remboursé l'argent qu'elle devait pour le vin. Elle semblait suggérer que je devrais être contente maintenant qu'elle était sans emploi. Je lui ai rappelé que démissionner avait été son choix et cela lui avait permis de conserver au moins une partie de sa dignité, ce qu'elle n'aurait peut-être pas eu si je l'avais licenciée. Quand elle a finalement quitté l'entreprise,
j'ai ressenti un immense sentiment de satisfaction. On aurait dit qu'elle avait tout perdu, un peu comme moi autrefois. Peut-être pourrait-elle recommencer à zéro dans une autre entreprise, mais elle ne pourrait pas utiliser notre entreprise comme référence lors de ses recherches d'emploi. Des mois ont passé et j'avais presque oublié son existence. C'était jusqu'à ce que je la repère dans les rues parmi les personnes sans emploi et sans abri demandant de l'aide. Pour être honnête, elle semblait méconnaissable et semblait avoir touché le fond, tenant une pancarte qui implorait un emploi ou de l'aide. Je ne pouvais m'empêcher de me demander comment elle avait pu tomber si bas, compte tenu de la vie qu'elle menait autrefois. Même quand j'ai tout perdu, je ne me suis pas retrouvé dans la rue. D'une certaine manière, on aurait dit que le karma était revenu dans son cas, une sorte de justice poétique pour les mensonges qu'elle avait racontés à mon sujet, qui m'avaient coûté tout ce que j'avais. Passons maintenant à la prochaine histoire. J'ai 41 ans et Mary, ma femme, en a 38. Notre histoire remonte à environ 17 ans, lorsque nous nous sommes croisés pour la première fois à l'hôpital. J'ai été admis à cause de ma digestion et elle était l'infirmière chargée de s'occuper de moi. À l'époque, elle commençait tout juste sa carrière d'infirmière et j'ai remarqué son attention particulière et sa gentillesse. Elle était comme une jeune diplômée, pleine d'énergie et d'enthousiasme pour commencer sa carrière. Pendant mes 2 jours à l'hôpital, j'ai reçu des soins exceptionnels comme je n'en avais jamais connu auparavant. En partant, je lui ai demandé son numéro et elle me l'a donné, espérant des retours positifs sur sa fiche de sortie. C'est ainsi que notre histoire a commencé. Nous avons fréquenté pendant 2 ans avant de nous marier et maintenant nous sommes fiers parents de 3 enfants. Nous avons eu notre lot de hauts et de bas, mais rien de trop sérieux qui pourrait ébranler notre relation jusqu'à il y a quelques mois. J'ai commencé à remarquer un changement significatif dans son comportement. Elle semblait souvent distraite mais incroyablement active sur les réseaux sociaux. Soudain, elle a développé un vif intérêt pour la mode. Ça ne me dérange pas qu'elle veuille mettre à jour sa garde-robe, mais ce qui me préoccupe, c'est son indifférence croissante envers nous, moi et nos enfants qui ont maintenant 12, 10 et des jumeaux de 8 ans. Dernièrement, ils se plaignent que maman ne leur montre plus le même amour et la même affection qu'avant. Nos enfants ont toujours été plus proches de moi car j'ai été plus souvent à la maison que Mary. Je dirige une entreprise digitale et j'ai installé mon bureau sur le toit de notre maison pour être disponible pour les enfants. C'était une façon pour moi de partager la responsabilité de les élever et ça a bien fonctionné. Cependant, peu importe le temps que je passe avec eux, les enfants auront toujours besoin de la présence de leur mère et ça les inquiète lorsqu'ils sentent son éloignement. Il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu ma plus jeune fille jumelle exprimer ses inquiétudes à Mary concernant son absence, à la fois physique et émotionnelle. Mary l'a ignorée, pensant qu'ils sont assez grands pour se débrouiller seuls et ne devraient pas la déranger. Je n'ai pas vraiment apprécié la façon dont elle a parlé à ma fille, mais en général, nous respectons chacun le style éducatif de l'autre, alors je suis resté tranquille. Je suis vraiment préoccupé par cette situation avec Mary. Quand j'ai essayé d'en parler avec elle, elle a, comme d'habitude, blâmé son emploi du temps chargé. C'est un peu son excuse habituelle chaque fois que quelqu'un souligne qu'elle est stressée, mais d'habitude, elle s'en remet. Cependant, cette fois-ci, ça fait des mois et elle ne se confie pas sur ce qui la tracasse. Je comprends que son travail peut être stressant, mais elle est dans cette profession depuis 17 ans et je la connais depuis les premiers jours. C'est la première fois que je vois un tel changement en elle. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves, surtout depuis que j'ai quitté mon emploi bien rémunéré pour créer ma propre entreprise digitale, ce qui nous a mis dans une dette importante. Ensuite, quand nos jumeaux sont nés, nous n'avions personne pour nous aider avec les jumeaux et notre enfant de 2 ans. C'était difficile, mais nous sommes devenus plus forts ensemble à travers ces situations. Je n'ai jamais été témoin d'un comportement comme celui-ci auparavant. J'en ai parlé à mon meilleur ami, et il a plaisanté en suggérant qu'elle pourrait voir quelqu'un de plus attirant. Je ne veux pas sauter aux conclusions car nous avons eu un mariage de 15 ans et elle ne m'a jamais donné de raison de douter d'elle. Maintenant que nous sommes à mi-vie, je ne veux pas nuire à notre relation en supposant qu'elle me trompe. Mais est-ce que cela pourrait être une sorte de crise de la quarantaine? Je ne suis pas sûr, les gens.
Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà vécu une situation similaire avec son conjoint? Je cherche juste des conseils. Honnêtement, cela semble un peu étrange qu'elle s'intéresse soudainement à la mode, surtout compte tenu de sa profession d'infirmière où il y a généralement un code vestimentaire spécifique. Si vous aviez un problème avec la façon dont elle a parlé à votre fille, pourquoi ne pas l'aborder? Surtout si son comportement est inhabituel. Pourquoi ne pas l'approcher et lui demander ce qui se passe? Mise à jour. Je comprends que le fait d'être dans un mariage loyal depuis 15 ans ne garantit pas que quelqu'un ne trichera pas, et j'apprécie votre point de vue. Désolé si j'ai paru défensif dans les commentaires. Je comprends parfaitement d'où vous venez. Donc, après avoir lu tous vos commentaires laissant entendre la possibilité de tromperie, je n'ai pas pu m'empêcher d'en parler à Mary. Bien sûr, je ne suis pas allé l'accuser directement de tromperie à cause de ce que la communauté Reddit a dit. Au lieu de cela, je lui ai demandé si quelque chose avait changé entre nous ou si elle avait des sentiments pour quelqu'un d'autre. Elle a semblé surprise par ma question et a voulu savoir pourquoi je me sentais ainsi. J'ai expliqué comment son comportement récent nous avait tous affectés. Elle a admis qu'elle avait été distante ces derniers temps, mais elle l'a attribué à des changements dans sa dynamique de travail. Mary avait assisté le docteur Kian pendant longtemps, mais maintenant elle avait un nouveau médecin à l'hôpital nommé le docteur Henry en tant que médecin de garde. Mary avait été affectée pour travailler avec les deux médecins, mais il s'est avéré que ces deux médecins avaient des problèmes non résolus de leur passé. Ils avaient l'habitude de sortir ensemble au début de leur carrière, mais leur relation s'est terminée dans une rupture amère. Maintenant, ils ne peuvent pas se supporter. Mary se retrouve prise au milieu, et cela lui pèse car ils lui confient tous les deux du travail, espérant surcharger l'autre de tâches. La façon dont Mary a expliqué ses problèmes m'a semblé tout à fait valable. Je lui ai suggéré de parler à la direction de l'hôpital à ce sujet, mais elle hésitait, disant qu'elle ne pouvait pas se plaindre sur la base de simples spéculations. Elle m'a assuré qu'elle s'en occuperait à sa manière et avait besoin de temps pour trouver une solution. Après cette conversation, j'ai remarqué une amélioration significative dans la vie de Mary. Elle a commencé à reprendre sa routine normale, rentrant à la maison à l'heure, étant présente pour les enfants et passant du temps de qualité avec moi. Je lui ai demandé si elle avait résolu ses problèmes avec Kian et Henry, et elle a admis que non, mais qu'elle avait choisi d'ignorer les problèmes de travail à la maison. J'ai mentionné que les ignorer pourrait ne pas être la meilleure solution et pourrait entraîner une explosion plus tard, mais elle a insisté pour dire qu'elle allait leur parler. J'ai décidé de la laisser gérer la situation à son propre rythme. Peu à peu, j'ai observé qu'elle était plus heureuse qu'avant. Elle m'a dit que les choses s'amélioraient avec Kian et que sa charge de travail diminuait progressivement. J'étais ravi de la voir moins stressée et même sortir le soir avec Kian pour renforcer leur lien en dehors du travail. Cela ne me dérangeait pas qu'elle fasse une pause et passe du temps avec des amis. Son travail est exigeant et elle mérite un peu de détente. Je pensais que notre problème était résolu après cette discussion, mais la semaine dernière, j'ai remarqué qu'elle reprenait son comportement précédent. Je lui ai demandé si les choses s'étaient aggravées, et elle a confirmé que ses problèmes avec Kian avaient régressé là où ils avaient commencé. Lorsque j'ai demandé si cela avait quelque chose à voir avec Henry, elle est devenue en colère, suggérant que je me mêlais trop de ses affaires. Elle a insisté sur le fait que sa relation avec ses collègues n'était qu'un lien de travail typique et non une amitié durable. J'ai suggéré qu'elle envisage de changer d'emploi, car elle a 17 ans d'expérience substantielle et pourrait facilement obtenir un poste de rang supérieur et mieux rémunéré dans les meilleurs hôpitaux. Cependant, elle a exprimé des réticences, invoquant ses années de dévouement à l'hôpital actuel et sa réputation là-bas. Elle n'était pas enthousiaste à l'idée de changer d'emploi à ce stade de sa carrière. En fin de compte, c'est sa décision, et je ne veux pas interférer dans ses choix de carrière. Merci d'avoir écouté mes préoccupations cependant. En ce qui concerne votre observation sur le fait qu'elle s'énerve lorsque je lui parle de travail, cela me fait me demander s'il y a quelque chose qu'elle me cache. C'est un peu préoccupant, mais j'essaie de lui laisser de l'espace pour gérer les choses à sa manière. Mise à jour. La dernière fois que j'ai partagé une mise à jour, je pensais que ce serait la fin.
Mais il s'avère qu'il y a plus à cette histoire. Les 3 ou 4 derniers mois ont été un véritable roller coaster. Certains jours, Mary a été aimante et attentionnée, tandis que d'autres, elle se comporte comme une totale inconnue. Mes enfants ont presque abandonné l'espoir en elle, et ils disent que le comportement de maman est juste imprévisible. Chaque fois que j'essayais d'offrir de l'aide ou des conseils, elle répliquait : « Tu es travailleur indépendant, tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que de rendre des comptes à un patron. » J'ai envisagé de lui suggérer de faire une pause dans son travail pendant quelques mois, mais je sais à quel point elle est passionnée par sa profession, alors j'ai décidé de me retirer. J'en suis venu à accepter que son stress était probablement lié à ses problèmes de travail, et qu'il y avait probablement peu de choses que je pouvais faire pour changer cela. Il y a environ une semaine, elle a lâché une bombe. Elle m'a dit qu'elle partait à Denver pour un programme de formation, avec d'autres infirmières et médecins. C'était un voyage de 2 jours, et c'était la première fois que son hôpital envoyait des infirmières pour une formation croisée. Mary faisait partie des chanceuses sélectionnées pour cette opportunité de perfectionnement. J'étais vraiment content pour elle, pensant que cela serait un changement rafraîchissant par rapport à sa routine monotone. Je lui ai assuré que je m'occuperais des enfants, lui permettant de se concentrer pleinement sur son travail. Elle semblait vraiment excitée par le voyage. Le jour de son prétendu voyage de travail, je lui ai proposé de l'accompagner à l'aéroport, mais elle a refusé, mentionnant que l'hôpital avait organisé un bus pour tous les participants. Elle a également dit qu'elle ne pourrait pas répondre aux appels ou aux messages pendant le voyage, donc je devrais m'abstenir de la déranger. J'ai compris et je l'ai laissée partir. Le jour où elle était censée rentrer, elle m'a dit qu'elle serait à la maison à 19 h, mais il était déjà 22 h et son téléphone était éteint. J'ai supposé que la batterie de son téléphone était morte pendant le voyage, alors j'ai décidé d'aller à l'hôpital la chercher. J'ai demandé à la réceptionniste si Mary était rentrée de sa formation, pour découvrir que la réceptionniste n'avait aucune information sur une quelconque formation. Elle a promis de vérifier auprès du service de Mary et m'a demandé d'attendre. Pendant que j'attendais, la réceptionniste s'est occupée de quelques autres demandes. Finalement, elle m'a appelé et m'a informé que, selon le docteur Kian qui était responsable de Mary, elle était en congé depuis les 2 derniers jours. J'ai été surpris et je lui ai demandé de vérifier à nouveau, mais elle a insisté que c'était l'information qu'elle avait reçue. J'ai alors demandé si je pouvais rencontrer le docteur Kian, mais la réceptionniste m'a dit que le médecin était occupé et qu'il lui faudrait du temps pour être disponible. J'ai décidé d'attendre un moment, mais j'ai finalement quitté l'hôpital sans rencontrer le docteur Kian. Plus tard, vers minuit, Mary a envoyé un message disant que son vol avait été retardé et qu'elle venait de atterrir. Elle est rentrée chez elle tard cette nuit-là. Étrangement, j'ai choisi de ne pas la confronter à propos de ma visite à l'hôpital. Au lieu de cela, je lui ai simplement demandé comment s'était passée sa formation, et elle a répondu « bien et fatigante ». Mise à jour. Donc, après ma dernière mise à jour, j'ai reçu pas mal de critiques pour ne pas avoir confronté ma femme immédiatement lorsque je soupçonnais quelque chose de louche. Écoutez les gens, tout le monde n'est pas toujours d'humeur à confronter. Parfois, il faut du temps pour rassembler le courage. Quoi qu'il en soit, environ une semaine après cet incident, j'ai reçu une demande d'amis sur les réseaux sociaux de nul autre que le docteur Kian. Ce ne pouvait pas être juste une coïncidence, n'est-ce pas? Naturellement, j'ai accepté la demande. Elle a mentionné qu'elle était occupée l'autre jour quand je voulais la rencontrer, et j'ai fait cool en disant que ce n'était pas du tout un problème. Mais j'avais le sentiment qu'il y avait plus que ça. Kian a expliqué qu'elle avait essayé de me contacter plus tôt mais n'avait pas pu me trouver avec juste mon prénom. Cependant, ce jour-là, j'avais donné mon nom complet à la réceptionniste, ce qui est assez courant. Je lui ai demandé pourquoi elle avait essayé de me joindre. C'est là qu'elle a lâché une bombe. Elle m'a envoyé un clip vidéo montrant Mary un peu trop proche et à l'aise avec Henry. C'était lors d'une fête d'anniversaire et le comportement de Mary était, eh bien, disons simplement qu'il était très inapproprié. Le clip ne montrait que quelques secondes mais Kian prétendait avoir la vidéo complète de cette soirée.
Elle a proposé une rencontre en face à face pour partager le reste des détails. Naturellement, j'ai accepté et j'ai rencontré Kian le lendemain. C'est là qu'elle a tout révélé. Il s'avère que Kian et Henri avaient eu une relation pendant leur stage. Cependant, les habitudes de triche en série de Henri ont finalement conduit à une rupture désagréable entre eux. Lorsqu'Henri a rejoint le même hôpital et s'est retrouvé dans le même service que Mary, les tensions ont éclaté. Kian a admis qu'au début, elle avait effectivement surchargé Mary de travail pour s'assurer qu'elle ne pouvait pas assumer la charge de travail de Henri. Mais lorsque Mary s'est plainte de ce traitement injuste, Kian a réalisé ses erreurs et compris qu'elle punissait injustement Mary. Bon, voilà le truc. Pour se racheter de son comportement passé, Kian a décidé de sortir Mary dîner et en soirée. Pendant ce temps, Kian, qui avait rompu avec Henri auparavant, s'est rapproché de Mary. Lors d'un moment d'ivresse, Kian a partagé quelques détails intimes sur les performances de Henri au lit. Après cela, chaque fois que Mary et Kian traînaient ensemble, Mary lui demandait de tout lui dire sur les compétences de Henri au lit. Kian est devenue méfiante et a directement demandé à Mary si elle était intéressée par Henri. Au début, Mary l'a nié, mais dans un autre moment de beuverie, elle a avoué avoir des fantasmes à propos de Henri. Cependant, elle a clairement indiqué qu'elle ne voulait pas franchir de limites et mettre en péril son mariage. La rumeur s'est répandue parmi leurs collègues et Henri, étant le séducteur qu'il est, a saisi l'occasion pour se rapprocher de Mary. Bientôt, des rumeurs ont commencé à circuler sur leur prétendue liaison. Naturellement, j'étais inquiet, alors j'ai demandé à Kian si elle avait des preuves concrètes pour étayer ces allégations. Malheureusement, il n'y avait aucune preuve car Mary et Henri utilisaient une chambre de patient vide lors de leur rendez-vous secret et il n'y avait pas de caméra de sécurité à l'intérieur. Mais Kian a mentionné que le jour où Mary prétendait être en voyage de formation à Denver, Henri était également en congé par coïncidence. Cela a soulevé de sérieux soupçons. Armé de ces informations, j'ai décidé de confronter Mary. J'ai obtenu les vidéos de Kian, les remercié et suis rentré chez moi. Quand Mary est rentrée de son quart de nuit, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit, je me suis retourné dans tous les sens. Le matin, j'ai enfin rassemblé le courage de lui dire que je connaissais la vérité. Elle a immédiatement essayé de tout expliquer comme un malentendu, prétendant simplement s'être assoupie sur l'épaule de Henri pendant un quart de nuit. Mais je ne parlais même pas de cet incident. Je l'ai confrontée au mensonge sur le voyage à Denver et à son temps passé avec Henri pendant ces 2 jours. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, je lui ai montré les preuves vidéo que j'avais obtenues de Kian. Elle a maudit Kian et l'a accusé d'avoir fabriqué de fausses vidéos pour ruiner leur relation. Cependant, je lui ai informé qu'une autre vidéo circulait dans le groupe hospitalier montrant qu'elle se reposait sur l'épaule de Henri alors qu'il était assez tactile. Je lui ai dit que cacher la vérité n'aidait personne et je l'ai encouragé à avouer. C'est alors que Mary a éclaté en larmes et a avoué. Sa version de l'histoire correspondait à ce que Kian m'avait dit, avec la différence clé étant que Mary prétendait qu'Henri avait fait le premier pas et qu'elle n'avait pas pu résister à ses avances. Elle a souligné qu'elle m'avait été fidèle pendant 17 ans et n'avait été impliquée avec personne d'autre. Elle ne se rendait pas compte à quel point les gens s'étaient rapprochés et comment ils explorent de nouvelles choses. Quand je lui ai demandé à propos du voyage, elle a admis qu'elle était effectivement avec Henri et qu'ils ont passé leur temps enfermés dans une chambre d'hôtel, enfin, tu sais, en étant intimes. Elle a essayé de le formuler de manière plus subtile, mais cela revenait essentiellement à ce que je soupçonnais. Elle l'a qualifié de rencontre de rupture parce qu'elle se sentait coupable de mettre en péril notre mariage. Elle voulait mettre fin à l'aventure, mais Henri a insisté pour une dernière rencontre, ce qui a conduit à leur rendez-vous secret. Elle prétendait que c'était fini et qu'elle n'avait pas l'intention de le revoir. C'est la phrase classique que les tricheurs utilisent lorsqu'ils sont pris, n'est-ce pas? Mais elle a insisté que même si elle n'avait pas été surprise, elle avait l'intention d'y mettre fin. Je lui ai dit que j'allais consulter un avocat pour entamer une procédure de divorce et, en attendant, elle devait trouver son propre logement. Notre maison abrite également mon bureau, donc je ne pouvais pas partir.
Je lui ai clairement fait comprendre que je demanderais la garde des enfants car elle les avait négligés et qu'ils étaient plus proches de moi. Ils resteraient avec moi dans notre maison et elle devrait partir. Elle a été choquée et a essayé de soutenir que je ne pouvais pas la divorcer après 15 ans de mariage. Ma réponse était simple. Si elle peut trahir notre engagement après toutes ces années, alors je peux certainement demander le divorce, n'est-ce pas? Malgré ces supplications désespérées, je suis resté résolu à mettre fin au mariage. J'ai parlé à Mallory, probablement un avocat, et il est en train de s'occuper des formalités légales. Elle vit toujours dans la maison et cela ne fait que 3 jours depuis la confrontation. Je lui ai dit que c'était sa responsabilité de parler aux enfants du divorce et de leur fournir une explication adaptée à leur âge. Si elle ne le faisait pas, je l'ai prévenu que je serais obligé de leur dire la vérité. Quant à ceux qui pensent qu'elle a fabriqué les vidéos, cela demanderait effectivement beaucoup d'efforts pour créer de fausses preuves, et c'est plutôt absurde. Le fait demeure qu'elle a rompu un pacte qui signifie engagement et permanence. Le mariage est censé être un engagement à vie, et elle n'a clairement pas saisi ce concept. Après de nombreuses supplications, lorsque j'ai maintenu ma décision, Mary a finalement dit aux enfants que nous nous séparions. À ma grande surprise, les 3 ont immédiatement exprimé leur désir de vivre avec moi. Je leur ai demandé comment ils en étaient arrivés à cette décision, et l'un d'eux a mentionné que les parents d'un ami, qui avait divorcé, avaient été invités par la police à choisir entre leurs parents. Mon fils aîné a expliqué que chaque fois qu'ils voyaient des problèmes entre Mary et moi, ils en avaient parlé, et ils avaient décidé collectivement que s'il nous arrivait de nous séparer, ils choisiraient de vivre avec moi parce que j'avais toujours été là pour eux, tandis que maman était souvent absente. Mary n'a pas pu retenir ses larmes, et les enfants l'ont réconfortée, la rassurant qu'ils viendraient la voir pendant les vacances. Je ne pourrais pas être plus fier de mes enfants pour leur maturité et leur compréhension dans cette situation difficile. Cela montre que les enfants sont souvent plus perspicaces et matures que ce que l'on pense. Comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai demandé à Mary de quitter notre maison. Elle peut garder l'argent de notre compte joint, et je ne contribuerai plus. Il y a suffisamment d'argent là-dedans pour qu'elle puisse acheter une maison, et elle gagne déjà sa vie, donc elle peut très bien se débrouiller. En ce qui concerne la garde, les enfants ont déjà décidé de vivre avec moi et de rendre visite à maman de temps en temps. Cela me convient, sauf si elle essaie de les manipuler. Si c'est le cas, je devrais limiter ses contacts avec eux jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Lorsqu'elle a été servie des papiers de divorce, elle a fait un dernier effort en demandant aux enfants de me convaincre de ne pas aller jusqu'au bout. Je leur ai demandé pourquoi ils avaient soudainement changé d'avis, car ils semblaient bien accepter le divorce quand ils en ont entendu parler pour la première fois. Ma fille a avoué que maman leur avait demandé de me demander de reconsidérer. J'ai appelé Mary et je l'ai avertie de ne pas impliquer nos enfants dans ces tentatives d'éviter le divorce, sinon elle ne serait pas autorisée à les voir. Elle n'avait pas encore signé les papiers de divorce et plaidé pour une dernière chance. Elle n'a pas demandé de pension alimentaire, mais elle voulait rester mariée. J'ai menacé de partager ces vidéos avec nos 2 familles, et c'est à ce moment-là qu'elle a finalement signé les papiers et m'a libéré. Ce n'est pas facile pour moi de passer à autre chose après avoir été ensemble pendant 17 ans, mais je dois accepter qu'elle ne fasse plus partie de ma vie. Je fais de mon mieux pour me concentrer sur mon travail et le bien-être de mes enfants. Étonnamment, les enfants ont bien géré cette situation. Peut-être qu'ils étaient mentalement préparés bien avant que le comportement de Mary ne commence à changer, et c'est un soulagement pour nous tous. Passons maintenant à une autre histoire. Restez à l'écoute et plongeons-y. J'ai 36 ans et je gère la vie de père depuis 8 ans maintenant avec 2 enfants. De plus, je suis le seul fils de mon père qui a connu un parcours de santé assez difficile. Alors voilà, mon vieux a des problèmes de reins depuis longtemps. Mais les choses ont pris une mauvaise tournure ces 2 dernières années, et maintenant il est sous dialyse 2 fois par semaine. Il gérait ça comme un champion, mais dernièrement, il se sent plus faible et m'a demandé de l'accompagner. Je me suis donc inscrit dans cette routine où je suis son compagnon de dialyse. Pas question de le laisser affronter ça seul. Nous sommes coincés dans ce planning où chaque samedi, heureusement mon jour de congé, et mercredi,
nous nous rendons à ces séances. Pour le rush de la semaine, j'ai réussi à obtenir un départ anticipé du travail. Je reprends le boulot le soir pour rattraper ce que j'ai manqué. Ça fait 10 ans que je suis dans cette boîte, donc ils comprennent le truc. C'est un jonglage, mais bon, c'est la vie, non? Je pensais partager mon histoire ici et peut-être entendre d'autres dans la même situation. Comment gérez-vous tous vos responsabilités familiales et votre vie professionnelle? Mon patron m'a toujours considéré comme un employé dévoué et loyal, donc lui accorder cette demande spéciale n'était pas un gros problème pour lui. Cependant, le vrai défi est apparu à la maison avec ma femme Amy. Quand elle a appris que j'accompagnerais mon père à la dialyse 2 fois par semaine, elle s'est fâchée. Elle n'aimait pas particulièrement quand je l'accompagnais de temps en temps, mais elle n'avait jamais exprimé directement son mécontentement. Maintenant que j'ai pris cette responsabilité de manière régulière, elle n'a pas pu retenir ses sentiments. Elle a mentionné qu'il était inutile d'investir mon temps dans mon père car quoi que je fasse, il ne serait jamais impressionné par moi. Pour donner un peu de contexte, mon père était propriétaire d'une entreprise de marchandisage. Il était assez prospère et avait accumulé une somme importante de richesses. Il espérait que je reprendrais son entreprise, mais ma passion se trouvait ailleurs, dans le domaine de la technologie. J'avais un fort intérêt pour la programmation et le développement de logiciels, donc après avoir terminé mes études, lorsque mon père a suggéré que je suive des cours de commerce ou de gestion, j'ai opté pour un diplôme en informatique à la place. Au début, il a accepté cette décision, tant que j'étais prêt à rejoindre son entreprise éventuellement. Cependant, après avoir obtenu mon diplôme, j'ai commencé à travailler pour une entreprise de technologie bien connue. Ça n'a pas plu à mon père, qui était mécontent que j'ai choisi de travailler pour quelqu'un d'autre au lieu de perpétuer son héritage. Il a continué à me pousser à rejoindre son entreprise, mais j'ai repoussé la décision. Après m'être marié, mon père a fait une dernière proposition, me demandant si je voulais faire partie de son entreprise. Ma réponse a été un non catégorique. Cela l'a grandement irrité, et il a menacé de donner toute sa richesse à des œuvres de charité, me laissant sans rien. Pourtant, je suis resté résolu dans mon choix. Tu vois, à ce moment-là, je gagnais déjà un bon revenu. À l'âge de 29 ans, j'avais acheté ma propre voiture et ma maison. J'avais confiance que je pouvais mener une vie confortable sans dépendre de sa richesse. Je lui ai fait comprendre que je n'avais pas besoin de son argent et que je pouvais construire ma propre richesse. Malheureusement, notre relation s'est détériorée à partir de ce moment-là. Il y a 5 ans, ma mère est décédée d'un arrêt cardiaque, et cela a eu un impact profond sur mon père. Tu vois, quand j'avais 17 ans, j'ai déménagé de chez nous pour aller à l'université, et plus tard, j'ai trouvé un emploi et j'ai commencé à vivre de manière indépendante. Le principal compagnon de mon père était ma mère, donc la perdre a été incroyablement dévastateur pour lui. C'est pendant cette période que notre lien s'est renforcé. J'ai commencé à lui rendre visite fréquemment, emmenant souvent mes enfants pour passer du temps avec lui. Finalement, il a pris la décision de se retirer de son entreprise et de la confier à une fiducie pour la gestion. Ma femme, Amy, n'avait jamais été proche de mes parents. Même lorsque ma mère était en vie, Amy évitait de leur rendre visite, arguant que ma mère était trop intrusive dans nos vies et qu'ils ne s'entendaient pas. Cependant, lorsque mon père a annoncé son intention de me retirer de son testament, Amy a commencé à critiquer ouvertement mes parents, les qualifiant d'impitoyables et malveillants. J'ai essayé de l'empêcher de s'immiscer dans ma relation avec mes parents, mais elle a affirmé de manière constante que cela aurait un impact sur notre avenir, en particulier celui de nos enfants. Je l'ai rassuré que notre avenir, ainsi que celui de nos enfants, était assuré indépendamment de la richesse de mon père, mais elle refusait de comprendre cette perspective. Maintenant, dans la situation actuelle, Amy a causé une agitation en apprenant que j'accompagnerais mon père pour sa dialyse 2 fois par semaine. Au début, j'ai essayé de lui faire comprendre que mon père n'avait personne d'autre que moi. Ses parents étaient décédés il y a longtemps, et malgré un frère aîné, il habitait de l'autre côté de la ville et rendait rarement visite à mon père.
Mon père se sentait incroyablement seul depuis le décès de ma mère et compte tenu de son état, je ne peux pas simplement le laisser seul. Malheureusement, ma femme refuse de comprendre cela. Récemment, elle rend ma vie assez difficile. Tous les samedis, elle élabore différents plans, que ce soit pour organiser une fête à la maison, faire une grande séance de nettoyage, sortir les enfants, ou même quelque chose d'aussi trivial que les courses. J'ai essayé de lui expliquer qu'elle est libre de planifier ce qu'elle veut le dimanche car les samedis sont réservés pour emmener papa à ses séances de dialyse. Cependant, elle continue à faire des plans, pour ensuite me critiquer pour être en retard ou avoir manqué quelque chose. Je dois me dépêcher pour aller chercher mon père, l'emmener au centre de dialyse, attendre que la procédure se termine, puis le ramener chez lui avant de rentrer à la maison pour ses remarques désobligeantes et ses crises de colère. Le problème ne se limite pas seulement au samedi. Elle se comporte de la même manière le mercredi soir. J'avais promis à mon patron que je rattraperais le travail restant soit tard le soir, soit pendant la nuit après être rentré de la dialyse. Pourtant, elle trouve toujours un moyen de créer des problèmes. Chaque mercredi soir, elle sort, que ce soit pour voir sa famille, renouer avec de vieux amis, ou assister à une réunion quelconque, me laissant seul responsable des enfants. Je me retrouve à jongler entre mon travail, préparer les repas pour les enfants, nourrir le plus jeune, et essayer de terminer mes tâches en suspens au travail simultanément. Tout cela se passe après une journée épuisante au travail et au centre de dialyse. Je sais que c'est devenu assez long, mais cela reflète vraiment la situation difficile dans laquelle je me trouve. De nombreuses fois, mon père m'a suggéré de le laisser aller au centre avec l'infirmière car il me voit toujours pressé et stressé, vérifiant constamment ma montre. Même lorsque je le ramène à la maison, je ne prends pas un instant de pause. Je me dépêche immédiatement de repartir. Je lui demande même d'être prêt et d'attendre dehors quand je viens le chercher. Papa a une infirmière à plein temps et un aidant pour s'occuper de lui, mais je me sens toujours coupable de ne pas passer du temps de qualité avec lui. Le trajet de chez lui jusqu'au centre prend environ 30 minutes. Dans le passé, j'aimais discuter avec lui pendant ce trajet, en nous remémorant nos souvenirs d'enfance. Cependant, avec les demandes croissantes d'amis, ma principale préoccupation est maintenant de rentrer à la maison au plus vite. La plupart du temps, je me retrouve à rouler vite dans la circulation, à prendre des raccourcis et à dépasser d'autres véhicules juste pour réduire le temps de trajet. Ce trajet est le seul moment que j'ai pour être avec papa, et je ne veux pas le gâcher ou y mettre fin en lui demandant d'aller avec l'infirmière. En tant que fils, j'ai aussi certaines responsabilités. Je trouve de plus en plus difficile de tolérer cette femme. Mise à jour. La situation se détériore de jour en jour. Ma femme fait tout son possible pour me dissuader de m'occuper de mon père. Son argument est que c'est une cause perdue. Papa m'a déjà retiré de son testament et a donné sa richesse à des œuvres de charité, donc ça ne sert à rien de perdre du temps et de l'énergie pour lui. J'ai du mal à comprendre son point de vue. Est-ce que nous faisons tout dans la vie uniquement pour un gain financier ou une perte? Et qu'en est-il des personnes dont les parents ont peu ou pas de richesse ou vivent dans la pauvreté? Leurs enfants devraient-ils les abandonner simplement parce qu'ils n'ont rien de matériel à offrir? Après avoir enduré ces éclats pendant plusieurs mois, je lui ai finalement fait remarquer qu'elle n'hériterait de rien de substantiel de ses propres parents, alors pourquoi continuait-elle à les visiter régulièrement? Elle en a été extrêmement contrariée et a répliqué « Mes parents ont fait beaucoup plus pour moi que ton père avide. Ils m'ont soutenu de toutes les manières. Ils ne sont pas du tout comme ton père qui t'a renié pour ne pas avoir rejoint son entreprise. Mon père ne ferait jamais ça. Alors ne compare pas mes parents aux tiens. » Ce type d'argument est devenu une occurrence régulière chez moi, surtout les mercredis et samedis après mon retour de dialyse. Ce qui est différent maintenant, c'est que ces conflits s'intensifient et deviennent plus hostiles. Dans le passé, elle avait l'habitude de se disputer avec moi seule, mais ce n'est plus le cas. Maintenant, je la trouve en train de crier et de hurler contre moi devant nos enfants. Le pire, c'est que je l'ai entendu parler négativement de mon père devant les enfants et essayer de les retourner contre moi et mon père. Je ne pouvais pas rester là à laisser faire, alors j'ai intervenu,
ce qui a inévitablement conduit à une autre dispute entre nous. Les confrontations d'amis sont devenues une occurrence régulière dans ma vie. Les jours où elles ne se disputent pas, c'est presque étrange, comme s'il manquait quelque chose, et elle a tendance à devenir encore plus agressive le lendemain. J'ai presque renoncé à elle. Au lieu de crier en retour ou de me disputer avec elle, j'ai choisi de l'ignorer, de la traiter comme si elle n'existait pas dans mon monde. Quelle autre option ai-je? Je ne peux pas abandonner mon père juste pour lui faire plaisir. Peu importe s'il m'a retiré de son testament. Cette décision résulte de mes propres choix. J'ai refusé de rejoindre son entreprise. Cette entreprise était comme un enfant pour mon père, et il a dû la confier à quelqu'un d'autre. Il avait tout à fait le droit de me renier car je l'avais blessé. Parfois j'ai l'impression que le karma me rend la monnaie de ma pièce pour la douleur que j'ai causée à mon père. Pendant ce temps, l'état de santé de mon père se détériore. Il peut à peine marcher seul et a besoin d'aide même pour monter dans la voiture. Avant, je le pressais pour sortir plus vite, mais maintenant, ça ne me dérange pas d'être un peu en retard. J'entre pour l'aider à monter dans la voiture et ensuite je l'aide avec précaution à s'installer dans son lit jusqu'à ce qu'il soit à l'aise. Il a des difficultés à respirer, donc je veille à m'adapter à son rythme pendant notre marche. En conduisant, je veille à ne pas dépasser la limite de vitesse pour éviter toute tension sur son cœur. Ça ne me dérange pas d'arriver tard à la maison car me dépêcher n'a pas été bénéfique. Si je dois de toute façon gérer ma femme difficile, pourquoi ne pas prioriser le bien-être de mon père? Mon approche détendue a aggravé la situation. Hier, Amy m'a confronté, exigeant que je fasse un choix entre elle et mon père. J'ai essayé d'expliquer que le temps avec mon père est limité compte tenu de son état, et il ne semble pas qu'il sera avec nous encore longtemps. Elle a répondu avec une remarque dure, suggérant que je devrais sérieusement considérer d'être avec quelqu'un qui sera là pour toujours ou avec quelqu'un qui va bientôt mourir. C'était un commentaire incroyablement insensible. Je lui ai dit, « Tu sais quoi? Je préfère choisir mon père que te choisir toi, vu à quel point tu es méchante et égocentrique envers un homme mourant. » Elle a fait ses valises et est partie. Je ne l'ai pas arrêtée. Elle avait besoin de se calmer et j'avais besoin d'un peu d'espace. En son absence, je gère le foyer, m'occupe des enfants, veille sur mon père et gère mon travail. Étonnamment, je me sens soulagé et beaucoup plus à l'aise. Son absence est vraiment réconfortante pour moi. Avant-hier, elle m'a envoyé les papiers du divorce. Je m'y attendais un peu, mais je ne pensais pas que ça arriverait si vite. J'ai été surpris, mais au fond de moi, je me sentais heureux et soulagé. Je ne l'ai pas appelée. Au lieu de ça, j'ai juste signé les papiers et les lui ai renvoyés. Étonnamment, elle n'a pas demandé la garde des enfants. C'était la seule partie qui me préoccupait, mais visiblement, elle ne les voulait pas. Quand elle a reçu les papiers, elle m'a appelé et m'a crié dessus pour les avoir signés sans lui parler et essayer de la persuader. Drôle, non? Sa mère a pris le téléphone et a insisté pour dire que j'aurais dû agir en homme et essayer de me réconcilier avec ma femme au lieu de juste signer les papiers. C'était assez amusant. Pourquoi aurais-je fait ça? Elle voulait le divorce et j'ai obtempéré. J'ai pensé que c'était le mieux pour moi, car je m'en suis débarrassé sans histoire. J'ai même souligné qu'elle avait abandonné ses enfants et ne les voulait pas. Elle a dit que je pouvais garder tous mes biens, y compris mes 2 enfants. Elle n'en voulait pas. Sa mère a mentionné qu'Amy était encore très jeune et ne voulait pas la responsabilité des enfants. J'ai dit que ça me convenait. Je suis content d'avoir mes enfants avec moi. C'est vraiment un soulagement pour moi, mais je m'inquiète pour mes enfants. Ils s'ennuient de leur maman, surtout le plus jeune quand je suis au bureau. C'est difficile pour moi de gérer toutes les responsabilités seul, mais j'espère pouvoir gérer cette situation. Voici les dernières nouvelles. Donc, j'ai déménagé chez mon père avec mes enfants et je dois dire que c'était une décision fantastique. Vivre avec papa a été super pour nous tous. Papa apprécie la compagnie de mes enfants et ils ont leur grand-père avec qui jouer. Nous avons engagé une assistante à plein temps qui s'occupe de mes enfants sous la supervision de mon père, ce qui est un arrangement fantastique, n'est-ce pas?
C'est tellement réjouissant de voir papa jouer et rire avec mes enfants et ils passent un bon moment avec leur grand-père. Amy ne s'attendait probablement pas à ça. Elle voulait me rendre la vie difficile en me divorçant, pensant que je ne pourrais pas gérer toutes les responsabilités, m'occuper des enfants, de mon père, de la maison et du travail. Mais comme vous pouvez le voir, tout est parfaitement en place. Je ris vraiment en dernier. Le divorce s'est avéré être la meilleure chose qui me soit arrivée. Mise à jour. C'est une nouvelle déchirante. Mon père est décédé paisiblement dans son sommeil la semaine dernière. Il s'est couché content et heureux après avoir passé du temps avec mes enfants et ne s'est plus réveillé. Le médecin a confirmé qu'il était parti paisiblement. Le médecin, son infirmière et même son assistante ont mentionné que papa était vraiment heureux après mon arrivée et que cela a effectivement prolongé sa vie de plusieurs mois. Il était sur le point de baisser les bras avant mon arrivée. Perdre son seul parent est toujours très triste, mais je me console en sachant qu'il a apprécié ces derniers mois. Mes enfants sont également en deuil, mais ils ont appris des leçons précieuses de leur grand-père. Ils parlent de la façon dont il leur a appris à accepter la réalité et à avancer car la vie ne s'arrête pour personne. Je suis incroyablement fier d'entendre ces choses de leur part. Ils sont ma source de force en cette période difficile. Cependant, il y a un autre développement surprenant après le décès de papa. L'avocat de papa m'a contacté, me demandant de visiter son bureau pour discuter du testament de papa. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire car papa m'avait déjà informé qu'il avait légué toute sa fortune à la fondation et que j'étais d'accord avec cela. J'ai même demandé si je devais quitter la maison de papa, soupçonnant qu'elle avait également été donnée à la fondation caritative. L'avocat a ri et a insisté pour que je vienne à son bureau. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que les membres de la fondation étaient déjà présents. L'avocat les avait aussi convoqués. Alors que l'avocat commençait à lire le testament, des larmes ont coulé de mes yeux. Étonnamment, papa m'avait désigné comme son héritier. Tout ce qu'il possédait, son entreprise, sa maison, sa fortune, était destiné à moi. J'ai demandé à l'avocat si ce changement avait été fait récemment, pensant que cela aurait pu arriver après que j'ai commencé à m'occuper de lui. L'avocat a souri et m'a assuré que j'avais toujours été son héritier et que le testament n'avait jamais été modifié. Je n'arrivais pas à arrêter de pleurer, réalisant que mon père ne m'avait jamais abandonné. Peut-être avait-il menacé de me déshériter pour m'encourager à poursuivre son entreprise et son héritage. J'ai continué à verser des larmes quand l'avocat de papa m'a réconforté. J'ai exprimé combien il me faisait mal d'avoir blessé mon père tout au long de sa vie, alors qu'il avait toujours pris soin de moi. L'avocat m'a partagé que papa était en fait très fier de ma décision de ne pas abandonner ma passion malgré sa pression et ma volonté de renoncer à notre richesse générationnelle pour la poursuivre. Papa me tenait en haute estime. L'avocat m'a également informé que j'avais l'autorité sur l'entreprise et que si je le souhaitais, je pourrais reprendre la société à la fondation et la gérer moi-même. J'envisage sérieusement de le faire. J'ai suivi mon cœur et fait ce que je voulais avec le soutien indirect de papa. Maintenant, c'est à mon tour de le lui rendre. Je songe à reprendre l'entreprise à la fondation et de la mener au sommet que papa avait envisagé pour sa société. Je suis rentré à la maison et j'ai partagé la nouvelle du testament de papy avec mes enfants. Il leur a attribué une partie de sa fortune, qu'ils recevront une fois qu'ils auront atteint l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, nous avons visité sa tombe, apportant des fleurs, et avons passé un moment paisible là-bas. C'est un moment très émouvant pour moi. Environ un mois après le décès de mon père, j'ai commencé à prendre en charge son entreprise et ses responsabilités envers la communauté. Pour commencer, j'ai démissionné de mon emploi et assumé le contrôle de l'entreprise. En conséquence, j'ai décidé de louer ma propre maison. Mes enfants et moi avons choisi de résider chez mes parents car ils ont un lien spécial avec leur grand-père dans cette maison. De plus, elle renferme beaucoup de souvenirs d'enfance pour moi, donc j'hésite à la quitter. Avec la nouvelle de l'héritage de la fortune d'1 million de dollars de mon père, ma maison est devenue un lieu de visiteurs, y compris des parents éloignés, des amis et des voisins. Cependant, les visiteurs les plus inattendus étaient mon ex-femme, Amy, et ses parents.
Ils sont entrés dans la maison en larmes, affirmant qu'ils n'étaient pas au courant du décès de mon père, sinon ils auraient assisté aux funérailles. Ses parents parlaient très positivement de mon père. Amy a pris les enfants dans ses bras et a exprimé à quel point ils lui manquaient. Je lui ai demandé pourquoi elle ne les avait pas visités au cours des 7 ou 8 derniers mois si elle les regrettait tant. Elle a expliqué qu'elle était allée à notre maison, mais qu'elle était fermée à clé. Quelle absurdité! Je ne pouvais m'empêcher de me demander, ne vous inquiétiez-vous pas pour vos enfants en trouvant la maison fermée à clé? Ne vous est-il pas venu à l'esprit de prendre des nouvelles de leur bien-être? Elle n'a pas répondu. Ses parents ont ajouté que nous devrions oublier le passé. Maintenant que mon père n'était plus là, les enfants seraient seuls à la maison pendant que je travaillais. Ils ont argumenté que les enfants avaient besoin d'une mère, donc il était préférable que nous nous réconcilions. J'ai ouvertement ri à leur suggestion. Les enfants avaient le plus besoin d'elle quand elle les avait laissés avec moi. Ils se sont depuis adaptés à son absence, et je n'ai aucune envie de la ramener dans nos vies. Elle a commencé à pleurer. Ses parents nous ont laissés seuls, et elle a pris mes mains, implorant une réconciliation. Elle prétendait m'aimer et regrettait d'être séparée des enfants. J'ai ri et lui ai dit qu'elle ne m'aimait pas. Elle aimait la richesse que mon père avait laissée derrière lui. Je ne regrettais pas d'avoir exprimé mes pensées sur ses parents car c'était exactement ce qu'ils étaient. Elle avait également traité mon père de cupide et méchant pendant notre divorce, donc je n'allais pas laisser cette femme mettre la main sur un sou de l'argent durement gagné par mon père. Elle a été offensée que j'ai insulté ses parents. Elle a déclaré que jusqu'à présent, ses supplications étaient motivées par son amour pour moi, mais maintenant elle ferait valoir son droit légitime. Elle n'avait pas demandé de pension alimentaire pendant le divorce, mais maintenant elle insiste pour la moitié de ma fortune, qui est essentiellement la moitié de la fortune de mon père. J'ai clairement fait savoir que je ne lui donnerai pas un sou, même si cela signifie engager des poursuites judiciaires. Elle m'a insulté et est partie. J'ai consulté mon avocat concernant cette situation. Il a mentionné que ses chances de succès étaient minces puisque le divorce avait été finalisé 1 an avant que j'hérite de la fortune. De plus, nos enfants vivent avec moi, ce qui rend improbable qu'elle puisse réclamer quoi que ce soit. Cependant, mon avocat m'a également conseillé d'être prudent en lui permettant de passer du temps avec les enfants. Il m'a averti qu'elle pourrait essayer de les manipuler et de chercher à obtenir la garde, potentiellement en les utilisant pour réclamer un soutien financier. Je suis extrêmement reconnaissant de ces conseils et j'ai l'intention de superviser leurs interactions. En ce moment, je consacre beaucoup de temps aux enfants pour les aider à faire face à la perte, en m'assurant qu'ils ne dépendent pas uniquement de leur mère pour un soutien émotionnel. J'ai repris l'entreprise de mon père, ce qui me donne une plus grande flexibilité pour gérer à la fois ma vie personnelle et mon bien-être. Je prévois même des vacances pour les enfants aux Bahamas. Ils méritent vraiment cette escapade extravagante. Ce n'est pas une question de dépenser exagérément la fortune de mon père. Je pouvais me le permettre même avant. La différence maintenant, c'est que j'ai le temps de faire de tels projets, car je n'ai plus à jongler entre le travail et m'occuper de mon père. Quant à Amy, elle ne m'a pas contacté depuis sa dernière visite. Je suppose qu'elle est occupée à chercher un conseil juridique pour intenter un procès contre moi. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour rester informé des nouvelles histoires. À la prochaine fois.